J'étais parti camper avec un copain de la fac, que je vais appeler André pour préserver notre anonymat à tous les deux. Nous étions amis depuis un peu moins d'1 an, et nous aimions tous deux la forêt et les randonnées. Mais jusque-là, nous n'avions jamais passé de nuit en pleine nature. C'était pendant les vacances de printemps de notre école, et nous avions planifié cette sortie depuis un bon moment. Nous avions choisi un sentier que nous connaissions bien et repéré à l'avance l'endroit où nous installerions notre campement. Le jour venu, nous sommes partis sans hésiter, heureux de voir qu'il n'y avait personne d'autre sur le sentier. En fait, c'était même la raison pour laquelle nous avions choisi ce sentier, sachant qu'il n'était jamais très fréquenté. Le sentier nous emmenait à près de 10 km dans la forêt, avant d'arriver dans la zone où nous voulions installer nos tentes. Une fois le campement monté, nous avons pris un léger repas juste avant le coucher du soleil. André et moi avons ramassé de grosses pierres et des branches pour faire un feu que nous avons allumé dès la tombée de la nuit. De manière un peu irresponsable, nous avions emporté un pack de bière et avons commencé à boire, discutant et profitant du moment autour du feu. Nous avons eu de bonnes conversations et passé un moment agréable, mais après quelques heures, nous étions prêts à aller dormir. Nous avons éteint le feu puis chacun est allé se coucher dans sa tente. Je me suis endormi assez facilement grâce aux sons apaisants de la nature, mais durant la nuit, je n'ai pas cessé de me réveiller en sursaut. Ce n'était pas à cause de bruits particuliers, mais plutôt comme si quelque chose m'extirpait de mon sommeil sans raison apparente. Je me suis dit que c'était simplement le fait de ne pas être habitué à passer la nuit dans la forêt, mais cela me donnait quand même un sentiment de malaise. Puis, peut-être à mon 4e ou 5e réveil, j'ai entendu la tente d'André s'ouvrir. J'ai pensé qu'il sortait probablement pour aller aux toilettes ou quelque chose du genre, mais il a seulement fait quelques pas, puis j'ai entendu qu'il fouillait dans son sac à dos. Une trentaine de secondes se sont écoulées sans autre bruit, comme s'il se tenait immobile juste à côté de sa tente. Je me suis redressé, puis j'ai fini par ouvrir ma tente pour jeter un coup d'œil. Dès que le bruit de ma fermeture éclair a commencé, j'ai entendu des pas précipités s'éloigner de ma tente. Quand j'ai sorti la tête, j'ai vu André accroupi en train de remettre quelque chose dans son sac à dos, puis il s'est retourné pour me regarder, visiblement inquiet. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé un instant, puis a hoché la tête. Quelque chose m'a paru immédiatement bizarre. Je suis sorti de ma tente et me suis levé pour lui demander ce qu'il faisait là. Il m'a répondu qu'il avait du mal à dormir et qu'il était juste sorti prendre un peu d'air frais. Mais pendant qu'il parlait, j'ai baissé les yeux vers son sac et j'ai remarqué la crosse d'un pistolet qui dépassait du haut. J'ai senti mon visage devenir blême en le regardant, essayant de ne pas trahir ma réaction. Mais il savait déjà ce que j'avais vu. Nous nous sommes fixés dans un silence étrange pendant quelques secondes, puis il est retourné dans sa tente sans rien dire de plus. Je ne l'avais jamais vu agir de cette manière, et son expression trahissait qu'il se sentait coupable de quelque chose. C'était déjà étrange qu'il ne m'ait jamais dit qu'il emmenait une arme, mais son comportement rendait la situation encore plus inquiétante. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, assis par terre à l'extérieur des tentes, en attendant le lever du soleil. Dès que le jour s'est levé, j'ai tout emballé et suis parti. Après ce jour-là, André n'a jamais repris contact avec moi, ce qui, je suppose, prouve qu'il se passait vraiment quelque chose cette nuit-là. Je ne sais pas ce qui aurait pu arriver ni pourquoi, mais je sais que j'ai eu de la chance de partir avant de le découvrir. J'ai 29 ans et je vis le long des Appalaches, dans le sud de la Virginie occidentale. Cela fait des années que je fais de la randonnée avec sac à dos et que je campe, explorant divers sentiers dans les montagnes avoisinantes. Mon meilleur ami, qui habite à quelques kilomètres de chez moi, m'accompagnait souvent lors de ces randonnées. Chaque automne, on organisait une grande expédition de plusieurs jours, voire une semaine complète, de camping et de randonnée. En 2019, on avait prévu de suivre un sentier à travers la chaîne de montagnes jusqu'à un petit lac au sommet. Mais quelques jours avant le départ, mon ami a dû annuler en raison d'une urgence au travail. J'avais déjà posé toute la semaine et préparé mes affaires, alors j'ai décidé de partir seul. Lundi matin, j'ai conduit jusqu'à un point de départ de sentier proche et j'ai commencé mon parcours. Ce n'était pas un sentier récréatif classique,
comme ceux qu'on peut parcourir en quelques heures. Ces sentiers de randonnée ne sont pas clairement balisés, il faut donc utiliser des cartes, une boussole et des repères pour se diriger. D'habitude, il y a un repère distinctif, comme une formation rocheuse spécifique, vers lequel on marche, et une fois arrivé, on peut voir le prochain repère, et ainsi de suite. Les 2 premiers jours, j'ai marché en direction d'une crête dans les montagnes. Quand la nuit est tombée le 2e jour, j'étais encore à plusieurs heures de marche de cette crête, alors j'ai installé mon campement. J'ai monté la tente, allumé un feu et fait chauffer un peu de nourriture que j'avais apportée. Le soleil était déjà couché, il devait être environ 8 heures quand je me suis allongé dans la tente pour me reposer et lire. J'avais laissé le feu allumé, prévoyant de l'éteindre avant de vraiment dormir. Au bout d'une vingtaine de minutes, malgré le crépitement du feu, j'ai entendu un craquement net derrière ma tente, comme un bâton qui se brisait sous un pied. J'ai sursauté, pensant d'abord à un ours noir, peut-être attiré par l'odeur de la nourriture que j'avais préparée plus tôt, mais je n'entendais plus rien après cela. J'ai rampé hors de la tente et éclairé la lisière des arbres avec ma lampe torche, mais rien. J'ai appelé de manière agressive pour effrayer d'éventuels prédateurs, mais encore une fois, aucun bruit de fuite. C'était vraiment étrange, car le craquement du bâton était distinct, comme si quelque chose avait marché dessus. Je suis resté un moment dehors, regardant partout autour de moi, avant d'éteindre le feu et de rentrer dans la tente. J'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit-là, trop concentré à écouter d'éventuels bruits. Le matin, j'étais presque surpris d'avoir réussi à dormir un peu. J'ai démonté la tente et rangé le campement, puis j'ai continué ma marche jusqu'à la crête. De là, le chemin vers le lac était en ligne droite. J'allais vite pour y arriver, avant la tombée de la nuit, afin de ne pas avoir à déplacer le campement le jour suivant. J'ai atteint le lac juste avant le coucher du soleil, et il valait vraiment le détour. C'était magnifique. J'ai fait le tour pour profiter du paysage, puis j'ai monté ma tente au bord de la forêt près du lac. Assis près du feu, j'entendais de légers bruits dans les arbres derrière moi. Je pensais que j'étais juste un peu paranoïaque, mais c'était vraiment inquiétant. Cela ressemblait presque à des pas, mais je savais qu'il n'y avait personne d'autre ici, sinon j'aurais vu leur tente en faisant le tour du lac. À ce moment-là, il faisait trop sombre pour voir au-delà de quelques mètres, alors chercher autour n'était plus une option. 1 heure plus tard, je suis rentré dans la tente pour m'allonger. Toutes les quelques minutes, j'entendais à nouveau des pas, juste assez faibles pour me laisser dans le doute. Finalement, j'étais si fatigué que je me suis endormi. Je pense que seulement 1 heure après m'être endormi, je me suis réveillé au bruit de quelqu'un qui s'éloignait rapidement de ma tente. J'ai sursauté, saisi ma lampe torche, et je suis sorti précipitamment en dirigeant la lumière vers la direction des pas. J'ai aperçu le dos nu d'une silhouette s'enfuyant dans la pénombre. Mon cœur battait à tout rompre. En baissant les yeux, j'ai vu des empreintes tout autour de ma tente, comme si quelqu'un avait tourné autour et fouillé le campement. J'ai essayé de rallumer le feu aussi vite que possible pour mieux voir. J'étais terrifié, je n'avais nulle part où aller et personne pour m'aider. Je suis resté assis près du feu toute la nuit aux aguets, mais je n'ai plus rien vu ni entendu. Le matin venu, j'ai pris quelques photos du lac puis commencé le chemin du retour. J'avais initialement prévu de rester une journée entière, mais je ne me sentais plus à l'aise, avec l'impression d'être suivi. J'ai heureusement pu revenir sans encombre, mais en cours de route, j'ai remarqué que plusieurs objets manquaient dans mon sac à dos, des petites choses comme de la nourriture, quelques outils, etc. Pourtant, j'avais toujours gardé mon sac avec moi. Même aujourd'hui, je me demande si celui qui était dehors cette nuit-là avait réellement réussi à fouiller dans mon sac pendant que je dormais. Cette simple idée me donne des frissons dans tout le corps. Ma famille possédait quelques chalets en Oregon, où on aimait se retrouver de temps en temps ou organiser des réunions familiales. Pour cette fois, j'y allais seul. Je venais d'avoir 20 ans, et je n'avais jamais campé en solo, alors je me suis dit qu'un camping près des chalets serait parfait, au cas où quelque chose arriverait. J'ai conduit 1 heure jusqu'au site, puis j'ai marché 30 minutes sur un sentier qui menait au chalet près duquel j'allais camper. En approchant,
J'ai remarqué qu'une des fenêtres manquait. Il n'y avait pas de morceau de verre au sol. On aurait dit que la fenêtre entière avait été retirée. C'était vraiment inattendu. Je n'avais pas prévu d'entrer dans le chalet, mais j'avais pris la clé en cas d'urgence et cela semblait mériter d'être vérifié. Ma confusion s'est intensifiée quand j'ai découvert que la porte s'ouvrait sans même que je doive la déverrouiller. À l'intérieur, il était évident que le lieu avait été cambriolé. Il y avait des empreintes boueuses partout sur le sol et certains objets de valeur manquaient. C'était regrettable, mais impossible de savoir depuis combien de temps cela avait eu lieu. D'après ce que je savais, personne n'était venu au chalet depuis plusieurs mois, et peut-être qu'il n'avait même pas visité celui-là. J'ai essayé de verrouiller le mieux possible, puis je suis parti chercher un endroit où camper. Je n'avais pas de réseau, mais je ne pensais pas que prévenir ma famille ou appeler la police immédiatement était absolument nécessaire. J'ai marché 30 minutes en descendant la colline, depuis le chalet, et trouvé un endroit assez plat pour installer mon campement. La pluie a commencé à tomber, et comme j'étais encore novice, il m'a fallu quelques heures pour tout monter correctement. Déjà trempé, je me suis assis sur une bûche sous un arbre, et j'ai commencé à manger un peu de nourriture préemballée quand, soudain, j'ai entendu quelqu'un parler. Je me suis retourné et ai immédiatement repéré un homme marchant derrière moi. Il était trempé et montait la colline vers le chalet sans sembler m'avoir remarqué. Sa manière de parler était étrange, incohérente, et il parlait visiblement tout seul. Il a fini par disparaître de ma vue, mais cette scène m'a donné des frissons. 1 heure plus tard, j'ai fait une rapide randonnée vers le chalet pour voir s'il y séjournait peut-être, mais de loin, il semblait toujours vide. Alors je suis retourné à mon campement. À la nuit tombée, j'ai utilisé mon kit d'allumage pour démarrer un petit feu de camp, que j'ai utilisé pour réchauffer un peu de nourriture. La pluie compliquait les choses, mais une fois le feu allumé, il a bien tenu. Peu de temps après, j'ai entendu des pas venir d'en haut de la colline. J'ai fixé les arbres, ne voyant rien d'autre que l'obscurité au-delà de la lumière de mon feu. Les pas se rapprochaient, jusqu'à ce qu'un homme apparaisse dans la lueur. Je ne distinguais pas bien son visage, mais il ressemblait à celui que j'avais aperçu plus tôt. « Hé, qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je crié pour essayer de l'effrayer. Il s'est arrêté et m'a fixé avec un visage impassible, l'eau de pluie ruisselant de sa tête. Je criai de nouveau, mais il ne bougea pas. Nous étions à peine à 3 mètres l'un de l'autre, et chaque seconde augmentait ma peur de ce qui allait se passer. Puis, à travers la pluie, j'ai entendu le bruit d'un seul pas derrière moi. Sans hésiter, j'ai sprinté sur le côté de la colline et n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que mes jambes lâchent sous moi. Je ne crois pas qu'il m'ait poursuivi, mais avec la pluie et le vent, il était difficile d'entendre en courant. J'ai continué à monter la colline et parcouru le reste du chemin jusqu'à ma voiture sous la pluie, avec seulement la lumière de mon téléphone. Dès que j'ai eu du réseau, j'ai appelé la police. Dans les jours qui ont suivi, une équipe a été envoyée pour inspecter le chalet et mon campement. Le campement avait disparu, ne laissant que quelques objets inutiles. Mais dans le chalet, ils ont identifié 3 empreintes de chaussures différentes sur le sol. Cela m'a laissé tremblant pendant des semaines, sachant qu'il y avait 3 inconnus cachés non loin. Rien d'autre n'a été trouvé, et ils ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un simple cambriolage car personne ne m'a poursuivi. Mais qui sait ce qu'ils auraient pu me faire si j'étais resté là-bas? Je fais souvent de petites excursions de camping tout au long de l'année. J'essaie de les garder à moins de 3 jours pour pouvoir partir le week-end et n'avoir qu'1 ou 2 jours de congé à prendre. C'était simplement un autre de ces voyages que j'avais prévu pour un week-end de la mi-avril. Mon plan, en quelque sorte, était de faire une randonnée d'environ 5 heures jusqu'à un petit lac et d'installer mon camp juste à côté, puis d'y passer quelques nuits avant de repartir. Le matin même, je suis parti en voiture et j'ai commencé ma randonnée à 8 heures. Ce lac n'avait pas de sentier pour y accéder, ce qui était en partie la raison pour laquelle je l'avais choisi. C'était seulement 5 heures de marche, donc je n'avais pas trop peur de me perdre, et je n'aurais pas à partager mon expérience avec d'autres campeurs venus au même endroit. Après environ 4 heures de marche, j'ai cru voir quelqu'un. J'étais en train de rêvasser quand quelque chose au loin est passé rapidement devant moi. Je me suis figé,
essayant de voir ce que c'était ou où cela avait disparu, mais il n'y avait plus aucun mouvement. Je ne regardais pas directement dans cette direction quand c'est arrivé, donc je n'avais pas vu assez clairement pour être sûr que c'était une personne, mais je suis resté plus attentif durant la dernière heure de marche. En arrivant au lac, j'ai été frappé par sa beauté. C'était l'endroit parfait pour se détendre. Je n'ai pas mis longtemps à trouver un endroit pour installer mon camp, un peu dans les arbres, juste à côté du lac. Mais presque aussitôt, j'ai vu quelqu'un. Cette fois, c'était sûr. Ils étaient de l'autre côté du lac, marchant près des arbres sans sac à dos ni équipement, juste en train de se promener. J'ai cherché leur campement autour, mais il n'y avait rien. Au bout d'une minute, la personne est entrée dans la forêt et n'est pas revenue. Cela m'a mis dans une humeur un peu nerveuse, savoir que quelqu'un d'autre était là, près d'un lac si isolé, et me faisant me demander si j'avais vraiment vu quelqu'un plus tôt en marchant. J'ai choisi de rester au campement pour le reste de la soirée, et à la tombée de la nuit, j'ai allumé un petit feu de camp. Je l'ai gardé petit pour ne pas attirer trop l'attention. Cela faisait presque 4 heures que j'avais vu cette personne, mais j'étais toujours un peu inquiet. J'ai chauffé de la nourriture et mangé, puis sorti un livre pour passer le temps. Je n'avais lu que quelques pages, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'être observé. Je savais que mon cerveau jouait probablement des tours après ce que j'avais vu plus tôt, mais au bout de quelques minutes, je n'arrivais même plus à me concentrer sur ma lecture. J'ai rangé le livre et tout préparé dans la tente pour aller me coucher. Juste avant d'éteindre le feu, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. À une quinzaine de mètres, il y avait quelqu'un, debout. Même si l'obscurité était profonde, je savais qu'il me regardait fixement, sans bouger. On est resté comme ça, à se fixer à travers la forêt sombre, pendant ce qui a dû être une minute entière, avant que la personne commence à reculer. Elle me faisait toujours face mais retournait lentement vers les arbres, disparaissant peu à peu dans l'obscurité. Je tremblais de tout mon corps. Que faisait-il et allait-il revenir? J'ai agrandi le feu de camp et suis resté éveillé toute la nuit. À l'aube, j'ai tout emballé et j'ai rapidement pris le chemin du retour. Je n'avais plus envie de rester là une seconde de plus. Pendant ma marche de retour, je jurerais avoir entendu des pas loin derrière moi à plusieurs reprises. Encore aujourd'hui, en repensant à ce voyage, je ressens la tension dans mon corps provoquée par la peur que j'ai vécue là-bas. Je ne sais pas ce que cette personne voulait, qui elle était ou ce qu'elle faisait dans cet endroit reculé, mais à en juger par la manière dont elle m'a suivi, cela ne pouvait pas être bon. Si j'étais resté une nuit de plus ou si j'étais allé dormir dans ma tente, je suis presque sûr que je ne serais pas ici pour le raconter. L'année dernière a été la première fois où il m'est arrivé quelque chose lors d'un de mes séjours de camping. Je vais souvent camper seul, plusieurs fois par an, habituellement dans les mêmes endroits, mais parfois j'essaie de trouver des lieux différents. Pour ce voyage, j'avais choisi un sentier de camping de 6 km sur lequel je n'étais jamais allé. J'ai conduit 2 heures depuis chez moi jusqu'à un endroit isolé où j'ai commencé ma randonnée. Dès le début, je n'appréciais pas le sentier autant que je l'avais imaginé, principalement parce que certaines portions étaient humides et boueuses, mais j'ai continué en essayant de les éviter. Je marchais depuis environ 45 minutes quand j'ai vu quelque chose sur le côté du sentier. Une tente, mais très usée et déchirée par endroits. De loin, je pouvais voir qu'il n'y avait personne à l'intérieur, alors je me suis approché. Il n'y avait aucun signe de détérioration volontaire. Elle semblait simplement abîmée par le temps. Le fait qu'elle soit encore debout me surprenait. J'ai regardé autour et à l'intérieur, mais, étrangement, il n'y avait rien d'autre. Je pensais trouver quelques affaires abandonnées, mais il n'y avait rien du tout, juste la tente. Après quelques minutes, je suis retourné sur le sentier. Je n'arrêtais pas d'y penser sans réussir à comprendre pourquoi quelqu'un aurait laissé une tente dans cet état. En marchant pendant l'heure et demie suivante, j'ai croisé des dizaines d'objets abandonnés, tous du matériel de camping ou de randonnée. Voir tous ces objets éparpillés sur un sentier de 6 km me donnait une sensation de malaise. Qui laisserait tout ça derrière soi? Ce n'était clairement pas un accident, et j'étais presque certain que tout appartenait à une seule personne. En arrivant à la fin du sentier, j'ai installé ma tente à une bonne distance pour être en sécurité. La nuit tombait déjà,
Alors je suis resté dans mon campement jusqu'à être prêt à dormir. J'étais un peu nerveux à l'idée de me coucher, mais j'ai finalement dormi toute la nuit sans problème. Quand je me suis réveillé, il était tôt le matin, aux environs de 4 ou 5 heures, donc le soleil n'était pas encore complètement levé. J'ai ouvert ma tente et suis sorti, mais immédiatement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis retourné et de l'autre côté de ma tente, se tenait un homme à quelques mètres seulement. Il était grand et maigre, vêtu de vêtements crasseux, le visage couvert de terre et de saleté. Il me fixait avec un regard vide. Je restais immobile, figé par la surprise et la peur, presque comme si cela n'était pas réel. « Pars », murmura-t-il d'un ton doux mais sinistre. J'ai hoché la tête et commencé à rassembler mon sac à dos, mais il s'est précipité vers moi. Je suis tombé en arrière, et tout ce que je pouvais dire était « d'accord », répétant ce mot sans cesse. L'homme se tenait au-dessus de moi, toujours avec ce regard vide. « Pars », répéta-t-il. Cette fois, j'ai compris, et je me suis levé rapidement et suis parti en courant, laissant tout derrière moi. En m'éloignant, j'ai jeté un dernier coup d'œil et l'ai vu fouiller dans mon sac à dos comme un animal curieux. J'ai couru aussi loin que possible, puis marché rapidement jusqu'à ma voiture. Heureusement, j'avais gardé mon téléphone et mes clés dans ma poche, sinon cela aurait pu être bien pire. J'ai conduit jusqu'à retrouver du réseau puis appelé la police. J'ai appris qu'il y avait eu un cas presque identique à ce que j'avais vécu, mais la personne ayant signalé l'incident avait choisi de ne pas rendre cela public dans les médias. Il s'agissait probablement de la tente et des affaires que j'avais trouvées le long du sentier. Après une semaine de discussions avec la police et de détails fournis, ils ont organisé une petite équipe de recherche. Ils ont parcouru le sentier mais sont revenus sans avoir vu quoi que ce soit ni trouvé de preuve de la présence de l'homme. Ils ont cependant retrouvé la plupart de mes affaires près de mon campement, éparpillées comme des déchets. L'enquête s'est ensuite arrêtée comme pour le cas précédent. Ce qui me revient sans cesse, c'est que cet homme n'a rien gardé. Il a juste dispersé tout autour de la forêt, sans aucune intention d'utiliser quoi que ce soit. Quand j'étais au lycée, ma maison avait un immense jardin qui s'étendait jusqu'à une grande forêt. Quand on était enfant, mes amis et moi allions souvent y jouer, parfois en allant très loin dans les bois. Il y avait toujours cette petite touche de danger qui rendait les choses plus excitantes. Avec le temps, on a arrêté d'y aller, parce qu'on avait d'autres activités. Puis un jour, mon pote Théo et moi étions assis sur le canapé, et il a eu l'idée d'aller dans les bois en pleine nuit. En quelques minutes, notre idée a évolué, passant d'une simple balade nocturne à une sortie de camping complète. Théo m'a dit que ses parents avaient une tente qu'on pouvait emprunter, alors on est allé la récupérer dans son garage. Il vaut mieux préciser ici qu'aucun de nous deux n'avait jamais fait de camping, donc on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Franchement, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre en ayons vraiment pris conscience, puisque nous allions rester dehors une seule nuit. Après avoir rempli nos sacs avec des snacks, des bouteilles d'eau et un chargeur portable pour téléphone, nous avons pris la direction des bois. Dès les premières minutes, on s'est rendu compte que la lampe torche de Théo n'éclairait presque rien. Juste quelques mètres devant nous, suffisant pour éviter les arbres et les buissons, mais pas plus. Durant les 15 premières minutes, on parlait de notre excitation et de combien ça allait être flippant. Puis on a marché encore 15 minutes sans vraiment parler, un peu absorbé et légèrement troublé par le silence étrange de la forêt. À plusieurs reprises, j'ai cru entendre quelque chose marcher près de nous, mais la lampe n'éclairait pas assez loin pour voir quoi que ce soit. Après environ une demi-heure de marche, on a trouvé un endroit pour s'installer, une petite clairière entourée d'arbres. Théo a calé la lampe sur un buisson pour qu'elle éclaire la zone, et on a commencé à monter la tente. Il disait que c'était une tente facile à monter, mais il n'y avait rien de facile. On a probablement mis 1 heure avant de réussir à la faire tenir debout sans qu'elle s'écroule. Et ça n'aidait pas qu'à chaque fois qu'on entendait un bruit, on devait attraper la lampe dans le buisson, vérifier autour, puis la remettre et recommencer la tente. Je ne sais pas pour Théo, mais à ce stade, je regrettais déjà d'être venu. Quand on a enfin réussi à monter la tente, c'était un peu moins stressant. On s'est installé à l'intérieur et on écoutait les bruits de la forêt. Parfois, c'était totalement silencieux, puis d'un coup,
On entendait des oiseaux chanter ou d'autres animaux. C'était vraiment une expérience unique, jusqu'à ce qu'on entende un bruit familier, des pas. On est resté dans la tente, écoutant ces bruits de pas qui faisaient le tour des arbres. Ils ne semblaient pas se rapprocher, mais plutôt passer à côté. Ce dont nous étions sûrs tous les deux, c'était que c'étaient des pas humains, pas ceux d'un animal. Au bout d'une minute, ils avaient disparu, mais Théo et moi restions silencieux, fixant l'intérieur de la tente en tendant l'oreille. Après environ 10 minutes, une fois certain que cette personne était partie, on est sorti de la tente pour s'asseoir dehors. On se sentait tous les deux trop vulnérables à l'intérieur sans voir ce qui se passait autour. Pendant qu'on discutait, le même bruit a recommencé, au loin, mais cette fois-ci, il se rapprochait. Les pas sont devenus si proches qu'on s'inquiétait qu'ils venaient directement vers nous. Théo a dirigé la lampe dans la direction des pas, mais le bruit continuait. Ils avançaient lentement, et juste quand on pensait que la personne allait apparaître dans la lumière, ils se sont arrêtés. Les pas étaient si proches qu'on pouvait presque entendre la respiration de cette personne, mais juste à la limite de la lumière. Théo et moi étions figés, fixant l'obscurité au-delà de la lampe torche. Puis on a entendu un pas en arrière, et ensuite, la personne a commencé à s'éloigner. 1 minute plus tard, les pas avaient disparu, et la forêt était de nouveau silencieuse. On a démonté la tente aussi vite que possible et on est parti immédiatement. On était tellement secoués qu'on a pris un mauvais chemin pour rentrer et on s'est retrouvé dans une rue voisine. De retour chez moi, on est resté éveillé toute la nuit, discutant de ce qui s'était passé et de ce qui aurait pu arriver. On n'a jamais remis les pieds dans ces bois, et même aujourd'hui, j'évite tout endroit trop isolé. Quoi qu'il en soit, cette personne dans les bois seule en pleine nuit ne pouvait rien prévoir de bon. Nous avons vraiment frôlé de très près quelque chose de terrible. Il y a 4 ans, j'ai loué un Airbnb pour passer les fêtes de fin d'année. Je rendais visite à ma famille pendant la semaine de Noël, alors j'avais choisi un endroit à quelques kilomètres seulement de chez eux. Quand je suis arrivé le 20 décembre, tout était exactement comme je l'avais imaginé. C'était une maison très ordinaire dans un quartier tout à fait normal. Dans l'ensemble, j'étais satisfait. J'étais arrivé vers 6 heures du soir ce premier jour, et je n'avais pas vraiment envie de sortir voir qui que ce soit avant d'avoir eu une bonne nuit de sommeil. J'ai donc passé la soirée tranquillement, à regarder la télévision et même à faire un peu de travail. Je me suis couché juste avant 10 heures, et me suis endormi rapidement. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit venant du rez-de-chaussée. J'étais encore à moitié endormi, et je n'ai même pas vérifié l'heure, mais ça ressemblait à quelques petits coups contre le mur, quelque part dans la maison. En écoutant ces bruits, je ne me suis pas vraiment inquiété. Je me suis simplement dit que c'était sûrement la maison qui faisait ces sons. Je suis resté éveillé 1 minute à peine avant de replonger dans le sommeil, et je ne me souviens pas m'être réveillé à nouveau pendant la nuit. Le matin venu, j'avais complètement oublié ces bruits, et je n'y ai même pas repensé. J'étais presque sûr que ce n'était rien de plus qu'un bruit d'unité de climatisation ou quelque chose du genre. J'ai fait savoir à ma famille que j'étais en ville, et nous avons prévu un dîner chez eux. Je suis resté à l'Airbnb toute la matinée et l'après-midi, me relaxant jusqu'à ce que je sois prêt à partir. J'ai pris mon sac et mes clés, puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée pour sortir. Mais quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé face à face avec un homme qui se tenait juste là, sur le porche. Cela m'a complètement pris par surprise, et je suis resté figé à le regarder un instant avant même de dire quoi que ce soit. « Puis-je vous aider ?» lui ai-je demandé. L'homme n'avait ni frappé ni sonné à la porte, ce qui m'a fait me demander depuis combien de temps il était là, et pourquoi il était là en premier lieu. Il n'a pas répondu à ma question, mais a simplement hoché la tête avant de s'éloigner. Je l'ai regardé descendre vers le trottoir, puis continuer à marcher dans la rue jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je ne pouvais imaginer aucune situation où cela ne serait pas étrange et effrayant. Pourquoi était-il là, devant l'Airbnb, et combien de temps avait-il attendu sans frapper? J'ai vérifié que tout était bien verrouillé, puis je suis allé chez mes parents pour le dîner. J'ai raconté cette histoire comme une anecdote intéressante, et tout le monde semblait trouver cela aussi inquiétant que moi.
Le dîner fut néanmoins agréable, avec de nombreuses discussions pour rattraper le temps perdu. Mais toute la soirée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cet homme et à la possibilité que mes affaires, laissées à l'Airbnb, soient volées ou quelque chose du genre. Je suis finalement parti du dîner vers 9h et je suis retourné à l'Airbnb 15 minutes plus tard. J'ai garé la voiture dans l'allée et je me suis dirigé vers la porte d'entrée, cherchant des signes évidents de la présence de quelqu'un pendant mon absence, mais je n'ai rien remarqué. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Je suis allé au bout du couloir, puis dans la cuisine, où j'ai posé mes clés et mon sac sur le comptoir. Mais soudain, un bruit sourd se fit entendre, le même que celui que j'avais entendu la nuit précédente. Sauf que cette fois-ci, il était beaucoup plus fort maintenant que j'étais en bas. Il venait clairement d'un côté de la maison. Je me suis lentement avancé vers la pièce d'où provenait le bruit, mais soudain, le bruit s'est répété, venant d'une porte juste à côté de moi. J'ai sursauté, sentant une montée d'adrénaline. Après avoir fixé la porte pendant quelques secondes, j'ai commencé à entendre un souffle lourd venant de l'autre côté. J'ai pris mes clés et couru vers ma voiture. Je ne savais toujours pas exactement ce qui se passait, mais je n'avais pas l'intention de rester pour le découvrir. J'ai appelé la police, le 911, et j'ai attendu leur arrivée. Quand ils sont arrivés, je les ai regardés entrer et fouiller la maison pendant quelques minutes. Ensuite, ils sont ressortis et m'ont dit quelque chose de terrifiant. La porte derrière laquelle se trouvait la personne était celle du garage, qui montrait des signes de tentative d'effraction, probablement de quelqu'un essayant de casser la serrure pour entrer. Je ne le savais pas, mais il y avait une porte latérale reliée au garage donnant sur l'extérieur, et elle avait été laissée déverrouillée par la personne qui avait loué le logement avant moi. Comme je n'avais pas prévu d'utiliser le garage, je n'avais jamais pensé à le vérifier. Nous ne savons toujours pas si l'homme que j'avais vu sur le porche était la même personne qui se trouvait dans le garage. Mais savoir que j'avais dormi pendant que quelqu'un était juste en dessous de moi, essayant de pénétrer dans la maison, est terrifiant. Ce qu'ils avaient l'intention de faire une fois à l'intérieur, nous n'en saurons jamais rien. Après cela, j'ai décidé de passer le reste de la semaine dans un hôtel. Mais même après 4 ans, je repense encore souvent à cette situation. Ce qui suit est une histoire vraie racontée par un homme de 58 ans qui souhaite rester anonyme. 17 juillet 1986 devant moi. Le bois déchiqueté obscurcit mon chemin. J'attends. Je fais un contrôle mental. Jusqu'où suis-je allé? J'estime que je suis à environ 2 miles de la route la plus proche. Confortablement seul. Le temps, loin des gens et l'endroit où mon esprit trouve vraiment son éclat. Je suis introverti, j'ai 23 ans et j'étais toujours anxieux dans la foule. Je suis actuellement en train de pénétrer sans autorisation, mais personne ne se promène sur ces terres. Je n'ai presque rien à craindre. Mais quelque chose m'attend. Je le sens dans mes tripes. Je peux distinguer une légère teinte bleue qui ne devrait pas être là. Une couverture peut-être. Peut-être quelque chose laissé par des adolescents en train de faire la fête. Une nuit d'été dans le passé. Pas question, mais pas aussi loin. Mon grand-père m'avertissait des moonshiners qui se cachaient encore dans ces parages. J'ai toujours pensé qu'il était fou de ne pas s'être rendu compte que le temps l'avait dépassé. Peut-être juste, peut-être que j'ai tort. Ce genre de gars n'apprécierait certainement pas que des jeunes hommes sans raison pénètrent sans autorisation. Là, je me suis accroupi, et j'aurais vraiment aimé avoir apporté mes jumelles. J'ai coupé mes yeux, et concentré pendant 1 minute ou 2, je me suis senti un peu idiot, mais j'étais à cran. Mon esprit m'a forcé à vérifier tout signe de mouvement de quoi que ce soit qui pourrait me mettre en danger. Je n'en vois aucun. J'ai décidé que ma curiosité était trop forte, alors je me suis levé grand. J'ai brossé mon pantalon et j'ai avancé à un rythme plus lent, en m'approchant. Il est clair que ce n'est pas une couverture, c'est une bâche bleue. Quelqu'un que Sheen a cédé au fait qu'il n'était pas terriblement vieux. Le temps n'avait pas encore été assourdi son look élégant. L'usure n'était pas encore complètement installée, la zone était débarrassée des broussailles, mais je distingue une sorte de cabane grossièrement construite, peut-être que cabane est un mot trop fort. Un grand abri d'une certaine sorte. Je me rapproche, mais m'arrête à nouveau.
J'écoute cette fois mon esprit me suppliant de faire attention. Je n'entends absolument rien d'inhabituel, cependant pas de voix, pas d'écran, pas de son terrifiant d'un monstre cauchemardesque. Juste les sons du Tennessee, les sons qui étaient censés être là. Je suis au chômage depuis plus d'1 an. Je fais de la randonnée dans ces zones pour fuir mes problèmes de vie quand le soleil tape fort et que j'ai parcouru quelques kilomètres. Il semble que je puisse me détendre, oublier le monde que je suis censé suivre. Mais me voici debout près de ce qui semble être quelque chose dont je ne devrais pas faire partie. Mon esprit fait tout ce qu'il peut pour m'empêcher de faire un autre pas. Il sait que mon cœur sait que ça ne me semble tout simplement pas bien. Je choisis toujours le chemin de moindre résistance. C'est ce qui m'a conduit sur ce chemin horrible sur lequel je suis non. Pas ce chemin dans les bois que je suis en train de parcourir. Je voulais dire, la trajectoire de ma vie, et personne. Pas de perspective, pas de famille à moi, et personne qui n'a rien de mieux à faire que de pénétrer sans autorisation, rôdant dans les bois pendant des jours et des jours, à la recherche de Dieu sait quoi. Quelles que soient de mes raisons, je me déplace autour de la structure et me retrouve à regarder l'entrée. La porte est fermée, et je remarque qu'elle est parfaitement suspendue à ses charnières métalliques, l'abri aussi délabré qu'il en a l'air, aussi bien entretenu aux endroits qui comptent. Le toit est recouvert de feuilles de métal vert foncé qui feraient un travail parfait pour garder le « il pleut dehors ». Je scrute, rien d'autre ne ressort pas de marquage, pas de symbole, pas de feu de camp, pas de structure supplémentaire bien que celui-ci soit assez grand. Cette chose doit faire 400 pieds carrés, et tous les abris sur lesquels je suis tombé, c'est de loin le plus grand que je gère. Bonjour. Le mot ne résonne pas comme je le pensais. Le son de ma voix ne se bloque pas. Il tombe sans réponse. Il n'y a personne ici. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai senti ma main contre les lattes de bois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être inconsciemment j'avais peur. La chaleur de l'abri du diable m'attendait de l'autre côté. Bien sûr. Il n'y avait pas de chaleur. Je n'ai rien ressenti d'extraordinaire. La porte est coincée fermée. Quelqu'un avait coincé un morceau de bois dans la fente avant comme une cale pour maintenir la porte fermement fermée. J'ai réussi à la retirer, mais la porte est restée en position fermée. Je l'ai poussée et j'ai laissé les charnières faire le reste du travail. J'ai senti une odeur étrange, un mélange de moisissures et de pièces de cuivre. Il fait sombre à l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre pour apporter. Dans la lumière, il est donc incroyablement difficile de voir à quelques mètres à l'intérieur. Je distingue une rangée de vieilles batteries de voitures soigneusement disposées. Je suis instantanément confus. Je sors mon sac à dos, ouvre la poche avant et localise ma lampe de poche. Je n'ai pas dépassé la porte, je me suis mis à genoux, je regarde par-dessus mon épaule, juste pour faire bonne mesure, toujours seul. Je pointe la lampe de poche directement sur les batteries de la voiture. Elles sont neuves et au-dessus d'elles se trouve un méli-mélo de fil propre. Ils tiennent ce qui ressemble au même éclat rouge et noir qu'ils avaient lorsqu'ils ont été achetés. Retirez le faisceau lumineux plus loin. La chaise simple se trouve au milieu de la pièce. Les accoudoirs de la chaise ont été modifiés. De larges accoudoirs comportent une sorte de boucle à leurs extrémités. La tête de la chaise contient une sorte de dispositif métallique qui ressemble à un casque. Peut-être, et cela me rappelle un souvenir d'une de ces chaises que l'on voit dans un service psychiatrique d'un film d'horreur. Derrière la chaise posée sur la table se trouve une petite télé, une jolie télé, je pourrais ajouter, qui ressemblait à l'une de ces RCA haut de gamme que j'ai déjà vues au magasin. Assis à côté à la télévision, il y a une autre boîte d'une certaine sorte, une sorte d'appareil électronique que je ne reconnais pas instantanément. Je suis figé ici dans l'embrasure de la porte. J'entends mon cœur battre, une respiration est légèrement élevée, continue de scruter la pièce sur le mur ouest. La lumière de ma lampe de poche capte une boîte en carton ouverte à l'extérieur. Une bande de vieux rubans adhésifs est fermement collée sur le côté. Quelqu'un a écrit quelques lettres et chiffres, 100 000 livres. 1 à 5 Z ne signifie rien pour moi. Je ramène la lampe de poche vers les batteries de la voiture à nouveau. Rien d'autre là-bas. Enfin sur le mur je distingue 2 petits lits de camp. Ils sont vides. Pas de literie ni d'oreiller. Juste ouverts.
mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils ont été utilisés depuis un moment. Je suis complètement perdu sur quoi diable suis-je tombé. Qu'est-ce que tout cela? Je décide de ne pas m'aventurer à l'intérieur. Il est tard, maintenant bien après le coucher du soleil, et il fait sombre très vite. J'ai fermé la porte et coincé la cale. Je décide de battre en retraite par le même chemin que je suis venu environ un demi-mile. J'installerai le camp pour la nuit, et je reviendrai le matin, 18 juillet 1986. J'ai passé la nuit à lutter pour dormir. Mon esprit jouait des scénarios, et je ne pouvais pas fermer la vanne. Voyez, le terrain sur lequel je suis appartient à un juge bien connu du comté. C'est le genre de gars qui a des connexions politiques, qui ont probablement atteint le sommet de l'État. C'est un homme de plein air connu comme beaucoup dans le Tennessee, et passe beaucoup de temps dans ses bois à chasser. C'était à peu près la seule inquiétude que j'avais en choisissant cet endroit pour fouiner. À la fin, j'ai pensé que c'était une zone trop grande pour que nous nous rencontrions au hasard. Ce qui me semble étrange, c'est que l'abri est clairement là depuis un certain temps. Il n'y a aucune chance que cette chose passe inaperçue. Le juge doit savoir qu'elle est là à un moment donné. Il serait tombé sur cette chose si elle avait été construite à son insu. J'ai nettoyé ma zone de camping du mieux que j'ai pu, et j'ai jeté mon sac sur mon épaule. Quelques respirations profondes, et je retourne vers l'abri. Ma curiosité me fait supplier pour des réponses. J'espère que celle-ci se trouve devant moi. Je retourne à l'endroit où j'étais. Avant, je fixe l'abri un peu devant moi, et je cherche encore du mouvement. Je ne suis pas aussi nerveux. Cette fois-ci, je reste immobile pendant quelques minutes, rien ne bouge. Je replace mon sac et je retourne à la porte de l'abri. Je me retrouve à retirer la cale que j'avais laissée la nuit dernière. J'utilise la porte pour l'ouvrir à nouveau, et je sens à nouveau cette étrange odeur de pièces de monnaie en cuivre. C'est incroyablement distinct. Je pose mon sac sur ma lampe de poche et tire le faisceau dans la pièce sombre. Rien ne bouge pas à l'intérieur. Je me suis d'abord approché des piles. J'ai vu la veille, je ne sais pas vraiment ce que je cherchais, mais rien d'étrange n'apparaît après une inspection plus approfondie. Je me suis déplacé vers le mur est et inspecte les lits. Il n'y a vraiment rien de spécial. Je braque ma lampe de poche au-dessus et en dessous d'eux, je ne trouve rien d'intéressant. Je reste convaincu que ces lits n'ont pas été utilisés depuis un certain temps. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi je ressens cela, mais quelque chose à leur sujet me donne l'impression qu'ils n'ont pas été beaucoup utilisés juste devant ces lits dans le coin de la pièce. Je trouve une seule boîte marron avec un couvercle en carton que je n'avais pas vu avant. Je m'approche pour l'inspecter, il n'y a rien à l'extérieur pour indiquer à quoi il sert. Je m'agenouille et retire le couvercle en le mettant de côté. La boîte est pleine de dossiers. Ce sont des onglets qui ne montrent que des lettres manuscrites et une séquence de chiffres. Gardant la lampe de poche focalisée sur les dossiers, je prends mon doigt et feuillette les onglets. Chaque dossier jauni est fin. Certains d'entre eux semblent vides. Je m'arrête sur un au hasard et retire le dossier de la boîte. J'ouvre le dossier et vois une seule feuille de papier blanc avec une seule lettre et un seul numéro imprimé sur son devant. Je déplace le papier par-dessus et derrière. Je trouve une photographie, un seul gros plan, l'œil de quelqu'un. Je peux voir une joue partielle et un nez dans ce qui ressemble à quelques mèches de longs cheveux blonds. On a l'impression que le i appartient à une femme. L'œil lui-même a quelque chose qui ne va pas, la pupille est déformée. Le centre noir d'encre semble couler dans l'iris bleu de la fille. La photographie n'est pas datée car aucune autre marque. Je sors quelques autres dossiers et trouver des photos similaires dans chaque fichier. Il y a un seul morceau de papier avec une lettre et un chiffre derrière un seul gros plan d'un œil humain tous déformés. Certaines des pupilles ne sont pas complètement formées. D'autres montrent une pupille qui semble flotter quelque part au hasard, dans l'iris. Je remets les dossiers, en prenant soin de m'assurer que les lettres et les chiffres restent en séquence. Je ferme le couvercle et repousse la boîte dans le coin. Je me lève et me tourne vers la table assise à l'avant de la pièce. Ma lampe de poche capte la télévision. Elle est débranchée, mais un deuxième fil passe d'une entrée à l'arrière à un appareil assis à côté d'elle sur la table. Je me déplace vers l'appareil et l'inspecte. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. C'est une taille décente, enfermée dans du plastique. Une porte ou un clip est suspendu en son centre, quelques boutons à droite, un bouton de lecture, rembobinage. C'est un magnétoscope. J'ai déjà vu ces choses dans des catalogues de magasins, mais c'est la première fois que j'en vois un dans la vraie vie, je glisse ma main dessus.
Il n'y a aucune chance que quelqu'un laisse ça pourrir ici, ce sont 400 ou plus. J'ai honte. J'ai brièvement flirté avec l'idée de le voler et de le vendre contre de l'argent. J'appuie sur le bouton d'alimentation mais rien ne se passe. L'appareil est également débranché, après quelques minutes d'admiration, à la fois de la télévision et du magnétoscope. Je me retourne, et mon attention revient sur la chaise, au milieu de la pièce. C'est un acier en métal lourd. Peut-être que les accoudoirs sont définitivement modifiés. Ils sont extrêmement larges, dans les boucles que j'ai vues la veille. À l'avant des accoudoirs s'avèrent réglables. Je ne les touche pas. Il y a un casque avec des sangles qui pend au-dessus de l'appui-tête, qui semble pouvoir être ajusté. La chaise est boulonnée au sol. L'odeur des centimes est plus prononcée ici. Concentre mon faisceau sur les boulons au sol. Le bois semble rester près de ces boulons. Un aspect sombre presque huileux a imprégné les planches par rien d'autre ici d'intéressant. Enfin, je me dirige vers la boîte sur le côté ouest de la boîte de la pièce que j'ai vue hier. Ma lampe de poche choisit les mêmes chiffres et lettres manuscrits que j'avais vus précédemment. Je réalise c'est une boîte similaire à celle que j'ai trouvée dans le coin opposé. Je m'en approche et je vois que celle-ci est ouverte dans un fouillis de boîtiers en plastique. J'en attrape un et il s'ouvre. Une cassette vidéo tombe sur le sol. Le bruit me fait sursauter. Mon esprit prend vie. Je réalise maintenant que je suis à l'intérieur de l'abri depuis plus d'une heure. Je me retourne et regarde dehors, pensant à moitié voir quelqu'un à la porte. Il n'y a personne, seulement la canopée verte du Tennessee Limber. Jusqu'à présent, je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à mon environnement, tellement absorbé par l'inspection de cette pièce que j'avais complètement perdu la trace de tout ce qui m'entourait. Je me suis retourné vers la cassette vidéo sur le sol. Mon esprit clignote avec des images de pupilles déformées. Je suis anxieux et je me sens mal à l'aise. Je tourne mon attention vers les piles sur le sol. Ma lampe de poche ramasse les fils. La toile d'araignée des cordons, ils ressemblent à des serpents. Gelés dans une énorme querelle. Finalement, je trouve un seul câble qui part des piles et je le suis juste sous la table avec la télé et le magnétoscope posé au bout de ce fil unique, une multiprise. L'odeur de la pièce de monnaie en cuivre envahit mes narines. J'ai la nausée comme si j'allais être malade. Je suis sorti en courant de l'abri et j'ai vomi juste devant la porte. J'ai rapidement jeté de la terre par-dessus, inquiet que quelqu'un remarque que j'étais là tremblant. J'ai l'impression que ma glycémie est déréglée, ferme la porte et coince la cale. Comme je l'ai fait auparavant, me dirige vers le bord du bois et m'assois près de la base d'un grand arbre. Repose mes yeux 18 juillet 1986. En fin d'après-midi, c'est une journée moite. Je peux sentir les abeilles de sueur rouler sur les côtés de mon visage. Je vois des éclairs de lumière derrière mes paupières, ou comme un orage d'éclairs bleus dans l'obscurité. Mes pensées oscillent entre m'avertir que je me sens faible et m'avertir que je suis tombé sur quelque chose de maléfique. Une odeur de métal de pièces de monnaie en cuivre s'installe dans mes narines, comme un brouillard. J'ai ouvert les yeux au soleil de fin d'après-midi. La base de l'arbre est inconfortable. Je m'adapte. Je bois le reste de mon eau de mon sac à dos en bougeant le moins possible. Je ferme à nouveau les yeux pendant que je le fais. Mes pensées m'emmènent à un moment de mon passé. Je suis assis avec ma mère dimanche matin et nous assistons au service. Ma mère était membre de l'église baptiste et s'assurait toujours que j'étais avec elle le dimanche matin. Je vois le pasteur, un homme plus âgé dans la soixantaine debout à la chaire. La prédication commence floue. Ma mémoire ne me donne pas vraiment les mots, juste la sensation de la pièce. Bientôt elle devient nette. Voyez, si vous croyez en Dieu comme moi, alors vous êtes tenu de croire au diable, la Bible est claire. Ensuite, si vous croyez au paradis comme moi, alors vous êtes tenu de croire à l'enfer. La Bible est claire sur ce point. Ces histoires dans ce bon livre sont réelles. Vous devez vous rappeler que le mal existe s'il existait. Alors il existe toujours aujourd'hui. J'ouvre les yeux, je m'assois un moment de plus, je me reprends, prends mon sac et me lève. Le juge à qui appartient ce terrain possède également un abri. J'en suis sûr, je ne suis qu'à 2 miles de la route la plus proche. Il n'y a absolument aucune explication pour ce que je suis tombé sur. J'ai été à l'intérieur de l'abri du diable.
Je suis maintenant à un carrefour. Une bataille commence dans mon esprit quant à la façon de procéder. Dois-je revenir immédiatement et contacter le shérif? Ou dois-je revenir? Dois-je m'aventurer à l'intérieur et regarder ces cassettes vidéo? Maintenant, il n'y a rien de positif à tirer de les regarder. Mais je ne peux pas m'empêcher de donner libre cours à ma profonde curiosité. Je retourne à l'abri. Je m'arrête quelques instants pour m'assurer que je ne vois aucun mouvement. Je ne vois rien. Je me dirige vers la porte de l'abri. Je retire la cale et me familiarise à nouveau avec cette odeur de pièces de monnaie en cuivre. Je reviens à l'intérieur et je me précipite dehors avant de réaliser que j'ai laissé la cassette vidéo sur le sol. Je ramasse à la fois la cassette et son boîtier en plastique, et je me dirige vers la table et pose le boîtier près de la télévision tenant toujours la bande. J'ai mis ma lampe de poche à genoux, je déplace le câble que j'ai vu plus tôt et le suis jusqu'à ce qu'il atteigne sa multiprise. Il doit y avoir un onduleur ici quelque part, sinon tout ce câblage est stupide. Aucune raison de le chercher. Ça n'a vraiment pas d'importance non plus, je les branche, et j'ai du courant ou pas. Les deux prises sont insérées, et je lève la tête juste au-delà du dessus de la table. Une lumière bleue clignote sur le magnétoscope. Il est allumé. Je tremble à nouveau. Cette fois, je ralentis. Je m'assois par terre face à la chaise en métal et à la porte. Je me dis de me calmer. J'essaie de contrôler ma respiration et mon rythme cardiaque. Ça marche après quelques minutes. Je me lève et me retourne vers la télé. Je tends la main et allume le violon RCA avec un bouton. J'entends le bruit de l'électricité statique alors que l'écran clignote en vue. Je suis instantanément déstabilisé. J'entends faiblement le chant des oiseaux dehors de la porte à l'intérieur. La lumière bleue du téléviseur illumine mon visage. Ma lampe de poche est suspendue vers le sol. Le bruit de l'électricité statique parmi tout le reste est tout simplement dérangeant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai glissé la cassette dans la fente du magnétoscope et j'entends la machine saisir la bobine. J'appuie sur lecture. L'écran devient noir. Le bruit de l'électricité statique est remplacé par ce qui ressemble à l'océan. Il va et vient. L'écran clignote en blanc, puis revient au noir. Alors que le bruit de l'océan continue, enfin l'écran change en un gros plan d'un homme. Il regarde fixement la caméra. Ses yeux sont clignotements. Le clignotement est anormalement rapide, comme si l'enregistrement avait été accéléré. Un léger ton peut maintenant être entendu. L'homme clignotant disparaît. L'écran change à nouveau cette fois, en un motif de forme deux tons fonctionnant maintenant simultanément. Les sons semblent percer en quelque sorte comme si le premier ton avait été coupé pour ne se frayer un chemin que vers mon oreille gauche. Le deuxième ton faisant de même. Mais vers ma droite, ils coulent alors et changent d'oreille. Ce motif continue. Je me sens désorienté, j'ai appuyé sur avance rapide sur la bande, j'ai regardé l'écran pendant que les motifs continuaient. J'ai appuyé sur lecture plusieurs fois et vérifie que les mêmes tonalités continuent et les mêmes motifs que j'avance rapidement à nouveau, jusqu'à ce que les motifs disparaissent et que l'image semble montrer un écran bleu. J'ai appuyé sur lecture, une voix de femme énonce, et cela semble légèrement informatisé. Je rembobine, je trouve le début de l'écran bleu et appuie à nouveau sur lecture. La femme parle. Son nom est Crystal. Tu es né en 1979. Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé. Nous sommes tes sauveurs. Ton nom est Crystal. Tu es né en 1979. Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé. Nous sommes tes sauveurs. Ça continue jusqu'à ce que je termine la cassette et que j'appuie sur éjecter. Je prends une autre cassette de la boîte et l'entre dans le magnétoscope même. Écran noir. Les mêmes sons de l'océan. L'homme qui clignote rapidement et les mêmes motifs et tonalités. J'avance rapidement sur la cassette jusqu'à un autre écran bleu. La même voix de femme. Ton nom est Ashley. Tu es né en 1978. Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé. Nous sommes ton sauveur. Ton nom est Ashley. Tu es né en 1978. Ta mère t'a abandonné. Tu as été sauvé. Nous t'avons sauvé.
Nous sommes tes sauveurs. Plusieurs cassettes continuent avec le même motif, les mêmes tonalités, le même homme, la même voix informatisée. Le seul changement était le nom. Et l'année de naissance, je remets toutes les cassettes dans la boîte. Fais un autre balayage de la pièce, mais il n'y a rien d'autre ici. Je sors, ferme la porte et bloque la cale. Rien de tout cela n'est correct, rien n'est normal. Je mets mon sac à dos et sors du Timber à un rythme rapide. Je reviens sur le chemin de terre à la tombée de la nuit et je suis déterminé à appeler le shérif. Mes lèvres sont, je suis gercé et mon corps me fait mal, mais cela ne m'empêche pas de faire du jogging vers la ville. Pas une seule voiture ne m'a dépassé et le ciel nocturne était clair comme du verre. Et regarder les étoiles scintiller comme des paillettes et parler à Dieu pour la première fois depuis des années, je lui demande des conseils, je lui demande de m'expliquer ce que je viens de voir. Je n'obtiens aucune réponse. Après environ 1 heure, je tombe sur les lumières de la ville. J'accélère mon rythme. Je trouve un téléphone public à l'extérieur d'une station-service près des toilettes. Sur le côté du téléphone public, il y avait un autocollant avec une liste de numéros d'urgence en bas. C'était un numéro non urgent. Raisons inconnues, j'ai décidé d'appeler celui-là au lieu du 911. Une femme répond. Je me fige. Je n'avais même pas parlé à un autre être humain depuis plus d'1 semaine. Je lui dis que j'aimerais qu'un officier enquête sur un endroit suspect. Un répartiteur semble un peu confus et demande où se trouve cet endroit. Je donne l'emplacement approximatif. La femme demande s'il y a une sorte de crime en cours de commission, ce à quoi je réponds que je n'étais pas sûr. Je procède ensuite à expliquer ce que j'ai vu, est clairement sceptique, mais promet d'envoyer un officier, et nous raccrochons tous les deux. Le téléphone s'éloigne du téléphone public, s'assoit sur le trottoir. Je suis épuisé. 25 juillet 1986. Je donne un coup de pied dans une pierre du chemin de terre, alors que je regarde dans le bois. Cela fait 1 semaine que j'ai appelé les autorités concernant cet endroit. J'ai une randonnée de 2 miles devant moi. C'est facile à comparer au type de sommeil que j'ai eu ces dernières nuits. Je me suis vite rendu compte que je n'avais aucun moyen de savoir ce que le shérif a fini par trouver. Je me dirige vers le bois. Je peux dire que mes pas sont un peu plus rapides que d'habitude, alors que mon esprit aspire à quelque chose. Une sorte de conclusion alors que je marche. Je pense à quel point tout cela est vraiment déprimant. Le refuge lui-même a une ambiance de quelque chose qui ne devrait pas l'être. C'est déprimant en soi. La partie vraiment triste est que j'ai réalisé que je n'avais personne à qui raconter cette histoire folle. Pas de famille, pas d'amis. Personne en qui j'avais confiance. J'étais juste abasourdi. J'étais assis à regarder le mur pendant que mon esprit parcourait la réalité de ce que je venais de trouver ce juge. Il sait ce qu'un homme comme ça a à voir avec un refuge comme celui-ci, et l'esprit crée les avenues pour que mes pensées circulent. Je suis près du refuge. Maintenant, au moins, je pense que je ne vois pas la bâche bleue. Je ne peux pas distinguer le bâtiment pas de toit vert. Je me tourne en rond pour m'assurer que je suis au bon endroit. Je trouve finalement l'arbre contre lequel je me suis reposé il y a quelques jours définitivement au bon endroit. Mais il y a quelque chose qui cloche si le shérif est passé. Je ne vois aucun signe de lui en fait. Je ne vois aucun signe de quoi que ce soit. J'ai instantanément cette étrange sensation dans mon estomac. J'avance et me retrouve debout à l'air libre. L'espace où se trouvait l'abri a disparu là où il était. Je trouve des broussailles, des branches et de la terre empilée. Je me suis rapproché. J'ai donné un coup de pied dans la terre. Le brin s'estompe rapidement en un résidu noir. J'y donne encore un coup de pied et je m'agenouille pour regarder de plus près. Cendres. J'attrape un bâton et une bite de cendres noires et foncées. Ils l'ont brûlé jusqu'au sol. Je me lève, j'ai peur maintenant. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. J'ai l'impression de ne pas être seul. Je me retire à la base de mon arbre familier. Je m'arrête et je regarde en arrière. Aucun mouvement du tout. Ils brûlent cet abri en cendres et puis l'ont enterré sous les broussailles. Je me pose toutes les questions du livre. J'ai appelé les autorités pour signaler cet endroit et 1 semaine plus tard, il est détruit et caché n'a aucun sens. Impuissant, je n'ai rien pour prouver mon histoire. Personne ne me ferait confiance si je leur disais « J'ai appelé un shérif qui,
je suppose, a appelé le juge. Ce juge a brûlé l'abri du diable, et maintenant je suis un jeune homme qui empiète sur l'histoire. Je n'ai aucun moyen de le prouver. Je glisse contre la base de l'arbre, conscient d'équations sans réponse, qui connaissait l'arbre depuis un moment, écoutant les bruits de la forêt, remettant tout en question. J'aurais dû prendre une de ces cassettes ou un de ces dossiers. Mes efforts pour dissimuler mes fouilles ont complètement détruit toute chance que quiconque me croie un jour, 2 mars 1987. J'ai écouté la tonalité buzz pendant un long moment. Avant de composer leur numéro après 2 sonneries, une femme répond. Je m'explique, dit à la jeune femme au téléphone que je fais suite à un appel que j'ai passé au bureau du shérif il y a quelques mois, après avoir informé la femme que je n'avais jamais reçu de numéro de dossier et avoir donné l'adresse du domicile du juge. La femme m'informe qu'ils n'ont aucun dossier dans leur fichier. Je raccroche le téléphone 17 octobre 1990. Je suis un désastre déprimé. Ces 3 dernières années n'ont été que des petits boulots, location d'appartements et voitures d'occasion bon marché et télévision de fin de soirée. Je pense souvent à cet abri, il hante mes nuits et fait tourner mon cerveau en bourrique. Je suis assis sur un vieux canapé, il est tard, la télévision diffuse des scènes d'un épisode de Dans la chaleur de la nuit. J'ai hésité à aller au FBI. Je sais déjà qu'ils vont penser que je suis fou. Je suis sûr qu'ils auront des informations sur moi. Ils verront un hippie chômeur de 27 ans. Je sais déjà que c'est une perte de temps totale pour moi. C'est la seule réponse. Au moins pour tenter d'apaiser ma conscience. Je m'endors. Le 2 novembre 1990, on frappe à la porte. J'attends enfin depuis un moment, et je suis une épave nerveuse. J'ouvre la porte. Un jeune agent m'accueille depuis ma terrasse et je lui souhaite la bienvenue à l'intérieur. Il est mince, a probablement presque mon âge. Je suis sûr qu'il me juge déjà dans ma location bon marché. Je le dirige vers ma table de cuisine et il prend place. Il refuse une tasse de café. Je m'en sers un et m'assois en face de lui. Il est no nonsense. On ne passe presque pas de temps à bavarder. Il sort un formulaire de sa mallette et a un stylo prêt pour l'heure suivante. J'explique en détail le refuge sur lequel je suis tombé et les juges en place 4 des années auparavant. L'agent est professionnel. Il semble prendre des notes et poser quelques questions. En chemin, après avoir fini, je le regarde droit dans les yeux et lui dis que je ne suis pas fou. Je m'excuse de ne pas avoir appelé plus tôt. Et je lui ai dit que j'avais peur de le faire, parce que j'étais en train de pénétrer sans autorisation. Finalement, je lui dis que toute cette histoire m'a vraiment dérangé, car elle a complètement impacté toute ma vie. Il ne me montre aucune sympathie. Il vous remercie de m'avoir tendu la main, me serre la main et me donne sa carte. Il me dit que j'ai bien fait de contacter le FBI et qu'ils prennent tous les rapports très au sérieux. Alors qu'il sort, il me dit qu'il me recontactera. Je n'ai plus jamais de ses nouvelles. Le 21 juin 2001, à la 2e sonnerie de la sonnette, j'ai ouvert ma porte. Ils sont debout sur le porche. C'est un homme bien habillé, en costume gris et cravate foncée. Il a demandé après moi par mon nom. Je lui réponds que je suis celui qu'il demande. Il se présente et continue à m'expliquer qu'il est un détective privé et qu'il voulait me poser quelques questions, avant de répondre un peu confus. Je demande si tout va bien, si j'ai des ennuis. Le détective privé m'a expliqué qu'il est enquêtant sur une affaire de disparition au Colorado, puis il est tombé sur un rapport que j'ai donné au FBI en 1990. Je l'ai laissé entrer, il m'a tendu un rapport du FBI. Que pouvez-vous me dire sur ce juge dans votre rapport? Rien, je ne connaissais certainement pas le gars personnellement, je le connaissais juste, il était bien connu dans le comté à l'époque. Il se trouvait juste sur sa propriété lorsque je suis tombé sur le refuge décrit dans mon rapport. Pourquoi enquêtez-vous sur lui? Pas exactement. Elle a été embauchée pour enquêter sur une affaire de disparition au Colorado. Elle a été vue pour la dernière fois dans une petite ville à l'extérieur de Boulder en 1981. Sa famille n'a pas pu faire de progrès terribles, mais je suis désolé. Comment cela se connecte-t-il au juge du Tennessee? Eh bien, j'ai pu localiser l'une des meilleures amies des filles disparues à l'époque. Elle était dans un état critique, une toxicomane. J'ai longuement parlé avec elle concernant la disparition, et elle a fini par me dire que cette fille disparue avait fréquenté un groupe de la côte Est, le mieux que j'ai pu comprendre.
c'est qu'il s'agissait d'une sorte de secte. Elle n'avait pas beaucoup de détails, mais elle a donné moi le nom d'un gars du Tennessee. Je lui ai rendu visite il y a 1 mois. Le juge a dit non, et ça a fini par être une impasse. Ce gars était en poste en Allemagne de 1979 à 1983. Il prétend n'avoir aucune idée de qui est cette fille disparue, mais dans notre entretien, quand je lui ai parlé de l'angle Colt, quelque chose dans l'histoire a touché une corde sensible. Il m'a dit qu'il connaissait un gars, un juge qui prétendait être une sorte d'homme connecté. Il a toujours pensé que le gars était légèrement fou. Mais ce qui est étrange, c'est que ce gars était aussi connecté à une sorte de secte. La vraie coïncidence était son voyage. Il a fait de fréquents voyages du Tennessee à la région de Boulder pour rencontrer certains de ses autres membres de la secte. Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment la pièce du puzzle est même apparue. Je me gratte encore la tête à ce sujet. Et le gars qui voyage entre le Tennessee et Boulder est le juge, n'est-ce pas? Oui. L'homme qui faisait ces voyages est le même juge dans votre rapport. Imaginez ma surprise quand je suis tombé sur votre rapport et que j'ai vu toutes ces choses sur le supposé refuge sur son terrain. Le juge est décédé il y a 2 ans, vraiment c'est tout ce que nous avons. J'ai passé des semaines à interviewer des gens qui connaissaient ce juge. Pas un seul d'entre eux n'a eu une mauvaise chose à dire sur le gars. Il est propre comme un sou neuf. Mon esprit s'égare, puis il reste encore 15 minutes environ. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à gagner de notre conversation. Je suis entré par la porte et je l'ai regardé sauter dans son SUV. C'était la dernière fois que je parlais à quelqu'un du refuge du diable.